Comment l'Organisation de coopération de Shanghai, qui comprend les BRICS ainsi que les pays émergents, réalise le retournement du monde? Je tire mon article du site réseauinternational.net. Les temps sont difficiles. Le petit monde occidental, qui a encore l'arrogance du temps de sa splendeur, a un parfum de décadence et de redite historique, elle-même illustrée par les néofascismes qui fleurissent en Europe et qui tentent de revenir en Amérique du Sud. Les interrogations à son propos ne manquent pas. Par exemple, où sont donc passés les droits de l'homme, dont on nous abreuvait lorsqu'il s'agissait de donner des leçons au régime qui déplaisait? Ils se dégradent dans les vieilles démocraties qui se replient pour se légitimer encore sur les seules élections sur lesquelles les pouvoirs établis ont prise grâce à l'argent et à leurs médias. Ils ont totalement disparu à propos des migrants et des demandeurs d'asile. Le discours sur les droits de l'homme, accordant la priorité absolue à l'humanitaire, se révèle vide depuis qu'il apparaît trop coûteux aux sociétés dites chrétiennes et libérales, devenues sourdes à l'appel du pape François lui-même et indifférentes à la légalité internationale. La diversion que représente dans les esprits le racisme, la xénophobie et la peur des différences, permettant l'occultation des luttes sociales. Donc en fait, on parle vraiment à fond de l'immigration et du racisme pour ne plus parler de la crise sociale généralisée dans le nord économique, notamment en Europe et en France. L'occultation des luttes sociales qui mérite que nos élites tournent la page, d'autant que les États-Unis de Trump ne montrent plus l'exemple. La vieille loi des contradictions, inévitables, d'intérêt entre les économies capitalistes, les États-Unis, l'Europe par exemple, longtemps dissimulée au sein de l'Union européenne, font apparaître que les tricheurs au pouvoir essaient de jouer sur la libre concurrence toujours faussée, sur la déréglementation au nom des équilibres financiers, creusant surtout les inégalités sociales, sur une croissance sans développement social et humain. Les crimes de guerre de l'armée israélienne, relevant d'une politique coloniale détruisant le peuple palestinien et la solution politique des deux États, sont supportés par les Occidentaux, manifestant une complaisance pour Tel Aviv qu'ils ne pratiquent vis-à-vis de personne d'autre, si ce n'est pour la Turquie islamo-fasciste, pilier de l'OTAN, ou pour l'Arabie saoudite, une de nos tirelires préférées, dont on applaudit avec enthousiasme l'apparition des permis de conduire féminins. On peut aussi ironiser sur la subite perplexité des politiciens européens vis-à-vis de la question coréenne. Les États-Unis et Séoul, donc la capitale de la Corée du Sud, répondent enfin aux revendications de Pyongyang, la capitale de la Corée du Nord, toujours soumis à embargo d'ailleurs, qui ont presque 70 ans. Visiblement, nombreux sont ceux qui préfèrent la tension à la détente et à l'ouverture de perspectives pour le peuple coréen. Est-ce que tout ceci serait un théâtre à ciel ouvert où les politiques en fait sont tous main dans la main? Mériterait aussi une polémique la petite musique anti-russe à l'occasion de la Coupe du Monde, trop bien organisée. Le silence médiatique sur les massacres au Yémen, le compte des victimes est bloqué à 10 000 depuis des mois, alors que la guerre continue, et le bruit fait sur le Nicaragua ou le Venezuela, tandis que les États-Unis, la France et Israël bombardent périodiquement le territoire syrien pour essayer de se faire une place dans le futur règlement politique. Mais plutôt que de s'intéresser une fois de plus à la médiocratie affairiste occidentale, on peut souligner qu'un nouveau monde se prépare sans les Occidentaux, qui à son propos se taisent. Les maîtres provisoires du monde semblent oublier que les vaincus de l'histoire ne sont pas toujours les mêmes. Ces vainqueurs peuvent devenir derniers de cordée parce qu'il n'est peut-être plus tard qu'ils ne le croient. Ce nouveau monde, composé d'États asiatiques, de la Russie, de la Chine, a beaucoup de chemin à parcourir pour réaliser les avancées sociales qu'il a programmées, mais il marche, à la différence d'un Occident en pleine régression dans tous les domaines et qui défend, y compris par les armes, un désordre établi pluriséculaire. Ça fait plusieurs centaines d'années que c'est le désordre total. En quelques mots, pour s'intéresser à l'avenir, observons l'Organisation de coopération de Shanghai, qui tente de réaliser un retournement du monde. L'OCS, Organisation de coopération de Shanghai, a succédé au groupe informel de Shanghai, qui de 1996 à 2001 réunissait les chefs d'État d'Asie centrale, de la Russie et de la Chine, pour répondre aux bouleversements déstabilisateurs, notamment frontaliers, consécutifs à la disparition de l'URSS.
L'organisation, née en 2001, vise à développer la coopération entre les États membres, mais en excluant toute intégration et toute ingérence, à la différence majeure de l'Union européenne, voire par exemple le cas de la Grèce. C'est le principe fondamental de la Charte des Nations Unies, l'égale souveraineté des États, qui garantit au sein de l'OCS l'indépendance de chacun des petits États dans leurs relations avec les grandes puissances qui s'y trouvent. Les décisions sont prises par consensus. Les États fondateurs de l'OCS sont la Chine, la Russie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan, dont les potentiels économiques et le poids politique sont évidemment différents. En 2017, on rejoint l'OCS, l'Inde et le Pakistan. Certains autres États ont la qualité d'observateurs. La Mongolie depuis 2004, l'Iran depuis 2005, l'Afghanistan à partir de 2012 et la Biélorussie depuis 2015. L'OCS, organisation interétatique, possède une structure légère. Aux côtés des sommets, les chefs d'État, les chefs de gouvernement, qui ont lieu chaque année, l'organisation dispose d'un secrétariat, organe exécutif dont le siège est à Pékin, et du RATS, structure antiterroriste fonctionnant depuis 2004, basée à Tachkent, en Ouzbékistan. On peut citer aussi l'association interbancaire de l'OCS et son rôle de financement de projets communs. De nombreux accords bilatéraux complètent la charte de l'OCS. L'OCS, que les médias occidentaux ignorent, ils font exprès d'ignorer, représente néanmoins près de 50% de la population mondiale, soit près de 3 milliards d'individus, et plus de 20% du PIB mondial, ce qui ne les empêche pas d'oser dire à certaines occasions que la Russie, par exemple, est isolée au sein de la communauté internationale et peut être asphyxiée par les sanctions que l'Occident lui impose. Les économies des États membres regroupent 20%, un cinquième, des ressources mondiales de pétrole, 38% du gaz naturel, 40% du charbon et 30% de l'uranium, ce qui leur donne des moyens énergétiques sans rivaux. Seules les dépenses militaires sont inférieures à celles de l'OTAN. L'OCS leur consacre 364 milliards de dollars contre 606 milliards pour les seuls États-Unis, chiffre de 2016. Ce qui limite la dangerosité dont sont parfois accusées la Russie et la Chine. L'OCS travaille au renforcement du bon voisinage entre les États membres, à la sécurité de la zone, les manœuvres militaires communes, la lutte contre le terrorisme, qui n'est pas le monopole des Occidentaux, la lutte contre les trafics de drogue et autres. Elle facilite dans tous les domaines la coopération, particulièrement entre la Chine et la Russie, et elle œuvre aussi à la création d'un nouvel ordre politique et économique que celui résultant de l'hégémonisme occidental. C'est ainsi que l'OCS réclame la fermeture des bases militaires américaines dans la région et travaille à unifier l'approche de la situation militaire. L'OCS n'est donc pas une alliance militaire. Aucune procédure n'y est contraignante et il n'y a pas l'équivalent de l'article 5 de la charte de l'OTAN créant une obligation d'agir dans le cas où n'importe quel des alliés est attaqué. Elle n'a pas pour objectif de contrer l'Occident, alors que l'OTAN a depuis l'origine une politique de containment du communisme, puis de tous ceux qualifiés d'adversaires des États-Unis. L'un des objectifs essentiels est cependant de constituer un pôle de puissance dans le cadre d'une société internationale multipolaire, équilibrée, dans un monde où l'unilatéralisme messianique des États-Unis représente un danger pour la paix et la sécurité. L'OCS constitue ainsi l'embryon du recentrage de l'économie monde autour de l'Asie pouvant succéder à moyen terme à des siècles d'hégémonisme euro-américain, donc Europe-Amérique. Bien évidemment, des contradictions, sources de divergences, se manifestent au sein de l'OCS. Certains sont pour l'essentiel maîtrisés, comme les différents frontaliers qui affectent traditionnellement la région. Depuis l'accord de Minsk, c'est la capitale de la Biélorussie, en 1992, puis d'Almaty au Kazakhstan en 1998, les États d'Asie centrale se sont mis d'accord sur une politique frontalière commune avec la Chine, afin de sécuriser en particulier la frontière chinoise du Xinjiang. Cette province relevant de la souveraineté chinoise depuis 1884, comme la Tchétchénie en Russie, ont été l'objet d'opérations islamiques, parfois de grande envergure, durant la même période où l'Occident a été victime du terrorisme.
L'OCS a joué et joue encore un rôle déterminant dans le combat commun de tous les États membres contre ce terrorisme islamiste qui a parfois pour couverture un nationalisme séparatiste. C'est le cas des Ouïghours en Chine. Mais pour le long terme, l'OCS s'engage sur la voie décisive d'un développement économique mutualisé, y compris entre les États d'orientation socio-économique et politique très différentes, comme la Chine, l'Inde, la Russie et le Pakistan. Cette concentration des efforts n'exclut en rien la recherche de relations économiques avec les pays occidentaux. C'est le cas par exemple de la Russie qui propose une coopération énergétique, proposition du ministre Lavrov dès 2006. Les relations sino-russes, donc Chine-Russie, sont complexes étant donné les inégalités de potentialité et les profondes différences civilisationnelles. Dans le domaine de la paix internationale, l'OCS a obtenu, par exemple, au nom du respect de la souveraineté nationale, la fermeture en 2005 de la base américaine de Karchi-Khanabad en Ouzbékistan, instrument de la stratégie de Washington, doctrine du pivot vers l'Asie de 2011, visant à contenir l'influence croissante de la Chine dans la région, et au Kirghizistan celle de Manas en 2014, ainsi que la réduction des forces militaires dans les différentes régions frontalières. Mais elle ne peut que connaître des difficultés par l'appartenance à l'OCS de l'Inde et du Pakistan, en conflit par exemple sur le Baloutchistan, et de l'attraction de l'Inde vers les États-Unis par l'hostilité à la Chine. Ce sont toutefois les critiques occidentalistes contre l'OCS, fondées sur les seuls modèles existants actuellement dans le monde euro-américain, qui permettent d'approcher au mieux la réalité de ce nouveau monde en marche. L'un des documents les plus spécifiques est celui publié par l'IFRI en 2006, qualifiant l'OCS de coup de bluff. L'auteur énumère tout ce que toute organisation internationale connaît et qui n'a rien de spécifique à l'OCS. Il accuse cette organisation de bavardage sans conséquence à propos de ses déclarations, tout en dénonçant comme une sorte de protectorat économique de la Chine, de nature bureaucratique, tout en soulignant que bon nombre d'observateurs sont sceptiques. De plus, la Chine serait isolée, soi-disant, au sein de l'OCS, alors qu'elle viserait à instrumentaliser l'organisation pour s'imposer comme un pôle de puissance mondiale, ce qui semble, selon l'auteur, parfaitement illégitime. Car cette non-démocratie cherche à établir une sorte d'hégémonie douce. Quant à la Russie, elle considérerait la Chine comme à terme une rivale stratégique. L'OCS ne serait pour les Russes qu'un instrument géopolitique provisoire, prolongeant la doctrine Primakov anti-occidentale. Les pauvres Américains ont dû renoncer à actionner le mécanisme de la révolution de velours, bel aveu, au Kazakhstan notamment, et à établir un cordon sanitaire entre la Chine et le reste de l'Asie centrale. Donc c'est vraiment l'intérieur des terres et le cordon sanitaire dont on a parlé dans une précédente vidéo. La nécessité qui s'impose est l'intervention de l'Union européenne, actuellement absente de la région, pour, entre guillemets, démocratiser la région par une sorte de réplique des accords de Lomé ou d'Euromède. L'OCS serait, selon les Européens, un piège économique, n'apportant aucun dividende réel aux membres autres que la Chine et la Russie, ce qui est totalement faux. Ce serait aussi une prison politique, puisqu'au Xinjiang, où 45% de la population est musulmane, l'islamisme radical ne peut plus s'épanouir, à la différence de ce qui s'est passé en Afghanistan, en Irak, en Syrie ou en Libye, grâce aux complaisances conjuguées des États-Unis, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Turquie, du Qatar et de l'Arabie Saoudite. Donc quand l'Occident agit quelque part, eh bien le pays est en ruine, comme en Afghanistan, en Irak, en Syrie, en Libye, etc. En bref, à la différence de l'Union européenne, l'OCS serait loin d'être un modèle, concluent les brillants observateurs, c'est de l'ironie, occidentaux en 2018. Dans le cadre de la pathologie occidentale la plus répandue, l'occidentalocentrisme, le respect de la souveraineté est peu compatible avec le concept de coopération internationale, qui ne peut avoir lieu qu'entre les démocraties libérées. À l'évidence, la pensée occidentale devient le tiers-monde de l'esprit, conclut l'auteur de l'article. Voilà, à plus.